Comment faire face à ces questions démocratiques? Comment faire pour une démocratie qui tient debout? Pour en parler, je vais vous demander d'accueillir Fanélie Carré-Comte, Claire Toury, Laurence Ruffin, Pascal Michard et Frédéric Gilly, s'il vous plaît. Où vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par excuser Julia Cagé, qui, dans le moment qu'on traverse, s'est rendue disponible pour aller porter la parole d'une nécessaire coalition, travail collectif, nécessité de résistance, sur le plateau de C'est ce soir, voilà, qui est enregistré, peut-être ne le savez-vous pas, en ce moment même. Donc, d'habitude, elle refuse ce genre de participation, mais au vu, justement, des enjeux démocratiques qui nous percutent en ce moment, il lui a semblé nécessaire d'être voilà, de faire de la pédagogie au plus grand nombre pour une démocratie qui tient debout. Autant dire que dimanche soir à 21h, j'imagine que vous comme moi, vous avez tous un peu vacillé avec ce sentiment un peu terrifiant, sidérant de danser au bord d'une falaise. Hugues Sibyl nous rappelait la nécessité, au travers des mots de M. Alfandéry, la nécessité de continuer à espérer, de continuer à résister. Ok, dont acte, résistons. Dans tous les espaces dans lesquels vous êtes, que ce soit du mouvement associatif, des agences, de groupes mutualistes, etc., etc., qu'est-ce que ça veut dire résister maintenant? Claire Toury, est-ce que tu es prête à commencer en tant que présidente du mouvement associatif? Qu'est-ce que ça veut dire depuis le mouvement associatif résister, sachant que ces questions, elles se sont déjà posées pour vous dès janvier, dans votre grand rendez-vous biannuel. Voilà, comment on fait? Est-ce qu'il faut converger? Comment on travaille sur nos valeurs? Comment on les réaffirme? Comment on fait? C'est pas évident. Merci de débuter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu émue par l'hommage que Hugues vient de rendre à Claude. Donc merci Hugues, parce que c'était vraiment un bon moment. Et puis, je crois que pour la première fois de ma vie, je ne sais pas comment répondre à cette question. Enfin, je ne sais pas comment répondre à une question. Ceux qui me connaissent savent que normalement j'ai toujours un truc à raconter, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas et je suis un peu sidérée comme toutes et tous. On tenait notre assemblée générale du mouvement associatif vendredi. Et j'étais assez optimiste en me disant, bon, on a 3 ans, 3 ans ça va, on peut s'organiser. Et tout d'un coup, soudainement, on a 4 semaines. Et on se rend compte qu'on n'est absolument pas prêt. Et comme je ne sais pas quoi dire, tout de suite, je me suis dit, quand on ne sait pas quoi dire, on convoque ceux qui ont déjà dit des choses intelligentes. Et donc, je vous propose de convoquer Camus, 5 minutes, si ça vous va. Camus a écrit un poème à un moment. Il dit, au milieu de la haine, j'ai trouvé en moi un amour invincible. Dans le milieu des larmes, j'ai trouvé en moi un sourire invincible. Au milieu du chaos, j'ai trouvé en moi un calme invincible. Et tout cela m'a fait réaliser qu'au milieu de l'hiver, j'ai trouvé en moi qu'il y avait un été invincible. Cela me rend heureux, car il dit que peu importe comment le monde pousse contre moi, en moi, il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux, poussant de retour. Je pense que c'est pas mal adapté à la situation. Et donc, comment je réponds à ta question, Nora? Alors déjà, je nous invite à trouver à la fois un sourire, de l'amour, du calme, de l'été en nous. Peut-être commencer par ça. Et puis finalement, je nous invite aussi à nous rappeler, pour commencer, que pour résister, il faut qu'on soit très, très organisé, très, très rassemblé. Et je commençais en disant que j'étais sidérée, un peu perdue, et que je ne savais pas trop comment répondre. Et le fait d'être ici, déjà, ça fait du bien parce que ça ne va pas tout régler. N'ayons pas cette prétention. Mais je le disais en Assemblée Générale de SS France ce matin, ce qui nous réunit toutes et tous, c'est une petite pépite. C'est très, très rare d'avoir des espaces dans lesquels on peut discuter, débattre, se confronter et essayer de trouver un peu d'espoir dans ce monde. Je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin, dans ce monde, en tout cas. Voilà, donc premièrement, on travaille ensemble, on ne lâche pas l'affaire.
Je sais que c'est sportif comme métaphore, mais ça peut être aussi ESS, pourquoi pas. On lâche pas l'affaire. Et surtout, je pense que ça c'est clé, mais peut-être qu'on y reviendra après, il faut qu'on s'attaque très très fortement à la question de la repolitisation, parce que ça date pas d'aujourd'hui, mais je pense que je ne vais pas me lancer dans une analyse des résultats de dimanche, mais je pense que ce processus de dépolitisation qui précède largement le président de la République, mais qui a été quand même pas mal accentué par lui, est en grande partie responsable du résultat de l'élection. Et donc nous, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va changer la face du monde. Par contre, je crois qu'on sait organiser des débats, on sait organiser de la confrontation, on n'a pas peur du conflit, on n'a pas peur d'essayer de trouver des solutions qui vont impliquer qu'on se dépasse un peu, que oui, parfois il y a des compromis qui soient nécessaires, mais que c'est aussi ça, vivre ensemble, et que à la fin, ça sera toujours mieux que de vivre séparément. Claire Toury, tu le poses, la nécessité effectivement de créer des espaces où la confrontation, le dissensus est nécessaire, mais ce sont aussi des espaces d'intelligence collective. Laurence Ruffin, vous êtes vice-présidente de la CGSCOP, pardon, je remets mes lunettes, et PDG d'Alma. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce qu'on est en train de traverser? Comment est-ce qu'on peut porter une idée de résistance dans ce contexte? Et quelle est la place d'organisations comme les vôtres? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense que je ressens la même chose déjà, c'est-à-dire beaucoup de plaisir à être dans un lieu de discussion, parce qu'en fait, la démocratie, c'est d'abord ça, c'est d'abord savoir qu'on n'est pas d'accord et pouvoir discuter. Et la CGSCOP, donc c'est le mouvement qui fédère les entreprises coopératives, SCOP ou SIC, donc dans lesquelles en fait, on doit construire des décisions de partage de la gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un continuum finalement entre ce qu'on vit dans l'entreprise et ce qu'on vit dans la cité. C'est-à-dire que on en a déjà travaillé sur ce sujet il y a quelques années, mais on ne peut pas imaginer avoir une démocratie qui est vivante, avoir des citoyens qui se sentent engagés sans le travailler au quotidien dans chacun des lieux où on vit. Alors ça peut être dans les associations. Nous, notre champ, pour répondre à votre question, c'est le champ du monde du travail. Et je pense qu'il y a deux sujets. Évidemment, à très court terme, il y a la question de la résistance, parce que les valeurs qu'on prône, sur lesquelles se développe le mouvement coopératif, c'est des questions d'égalité des droits, des questions de partage de pouvoir et de démocratie, de partage de valeurs, d'écologie, de respect de l'autre. Donc évidemment, ce sont des valeurs sur lesquelles on va se battre et on doit résister dans la période. Mais au-delà de ça, je rebondis sur les mots tout à l'heure de Cécile Duflot, la question c'est quel chemin on peut proposer, parce que c'est pas que résister à cette élection, c'est aussi quel type de chemin on peut proposer. Et nous, en tout cas, comme mouvement, puisqu'on travaille sur le monde du travail, justement, c'est quel type d'autres organisations on peut proposer, comment la démocratie peut aussi être présente dans le monde de l'entreprise et en quoi ça peut irriguer la démocratie tout entière. Donc très concrètement, nous, par exemple, dans les scopes, les salariés sont associés, ça veut dire un apprentissage. Hugues le disait tout à l'heure, devenir coopérateur, ça s'apprend. C'est-à-dire que quand on devient salarié d'une entreprise coopérative, on est formé, on passe du temps à comprendre ce qu'est l'entreprise, mais c'est devenir citoyen de son entreprise et citoyen de la cité, c'est apprendre à ne pas être d'accord avec l'autre, apprendre à devoir trouver le consensus. Et il nous semble que c'est aussi une manière d'irriguer la société tout entière, de promouvoir quelque part la démocratie en tout lieu et de fabriquer des citoyens aussi dans nos organes de vie du travail. Et peut-être le deuxième élément, je rebondirai sur Que sait-on du travail que Bruno Palier a porté il y a quelques semaines, quelques mois, avec une trentaine de sociologues sur la question du travail en France, et qui a pointé du doigt le lien très concret entre le mal-être au travail, le manque de reconnaissance, la hiérarchie, le fait qu'on soit dans des entreprises où finalement il y a très peu de salariés. On est l'un des pays d'Europe, le pays d'Europe où il y a le moins de salariés dans les organes de gouvernance, et finalement la question du mécontentement qui s'exprime dans les urnes. Et il y a un lien qui est relativement fort entre les deux et sur lequel il faut travailler. Ce qui veut dire aussi que tous les espaces qui permettent de réparer la démocratie doivent être investis. C'est ce que vous nous dites. La question des valeurs, elle est aussi centrale. Comment on fait? Comment on partage le pouvoir? Peut-être Pascal Michard, en tant que président d'AEMA Group, vous peut-être comment vous allez, eu égard à ce qui se passe, comment vont vos équipes et qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient d'entendre? Vous savez, je suis dans le même état d'esprit que les intervenants précédents, avec vous-même. Et je suppose que la grande partie de nos équipes sont un peu face aux mêmes interrogations,
face aux mêmes incertitudes. Il y a longtemps qu'on est rentré dans l'âge des incertitudes, mais là, je pense qu'on est face à une incertitude majeure. La question, c'est pour une démocratie qui tient debout. Vous avez évoqué le fait que depuis dimanche, elle vacille. Là, au moment où on se parle, je pense que l'enjeu, c'est qu'elle ne s'effondre pas. Donc l'enjeu immédiat, au-delà des différences qu'on peut avoir, c'est une sorte d'union des démocrates. C'est de défendre la démocratie. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, il ne faut pas avoir trop de pudeur. On a, oui, bien sûr, des conceptions un peu différentes, des idées différentes, mais il y a quand même une idée fondamentale qui nous rassemble. Alors, au sein de l'ESS, d'accord, mais au-delà de l'ESS, la démocratie en tant que valeur, en tant que comment dire, de réalité et de fondatrice de la société. Et donc, ça, voilà, ça doit transcender nos différences et puis nos modèles différents, etc. Donc, je crois que c'est le premier enjeu, c'est bien d'avoir cette unité d'action, mais je pense que Claire l'a évoqué tout à l'heure, et puis vous aussi, me semble-t-il, à l'instant. Donc ça, c'est sans doute le premier point essentiel. Et là, on n'a qu'15 jours, en fait, pour mettre tout ça en œuvre. Après, on pourra effectivement se poser des questions de comment on réenchante la démocratie, comment on réenchante le consentement à la démocratie. Sur les diagnostics, il y a longtemps qu'ils ont commencé à être posés sur les fractures de la société, sur les exclusions, sur la dépolitisation, ça a été dit aussi, et c'est un élément majeur, sur les individualismes, etc. etc. Tout ça a été dit. Alors, mais dans l'immédiat, je pense que là où nous sommes, il faut réaffirmer nos valeurs. Dans l'immédiat, je pense qu'on peut tous, ces valeurs fondamentales de solidarité, de vivre ensemble, ça a été évoqué tout à l'heure par Claude, de démocratie, d'attachement à la liberté. Et je lisais ce matin que la Mutualité française a déclaré que les propositions sociales issues de l'extrême droite sont incompatibles avec les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité. C'est une déclaration qui a été transmise à la presse. Ça, c'est une déclaration réaffirmée, mais de manière très concrète, c'est aussi au sein de vos espaces, au sein des... Parce qu'on sait que tous ces espaces aussi sont potentiellement grignotés. Qu'en pensez-vous ? Alors, cette déclaration procède finalement de cette affirmation de valeur que j'évoquais. Aujourd'hui, il faut effectivement dépasser les clivages partisans. Et donc, il faut que nous affirmions nos valeurs, soit à travers effectivement les instances qui représentent la mutualité dans l'exemple que vous avez donné, mais qui représentent l'ESS ici, qui représentent peut-être simplement à l'échelle de nos entreprises aussi. Aujourd'hui, il faut réaffirmer ces valeurs, notre appartenance et ce qui fonde finalement nos mouvements respectifs. Dans ces valeurs que vous avez citées, il y a la question de la solidarité. Fanelli Carré-Comte, vous êtes secrétaire général de la CIMAD. Autant dire que vous êtes en première ligne pour voir à quel point ces enjeux de solidarité ont été foulés aux pieds ces dernières années. Et justement, qu'est-ce que ça dit de cette démocratie qui finalement vacille, cette manière dont on a attaqué les logiques de solidarité, de fraternité depuis déjà longtemps et que vous observez au sein de votre structure? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être déjà quelques mots pour redire un peu ce qu'est la CIMAD. Moi, je suis donc secrétaire générale de la CIMAD. La CIMAD est une association qui existe depuis 85 ans, qui s'occupe de l'accompagnement des personnes précaires, des personnes migrantes, des personnes réfugiées, et avec plus de 2300 bénévoles sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, comme vous l'avez dit et comme vous l'imaginez,
notre état d'esprit n'est pas des plus simples et optimistes dans la période. Ça fait déjà quelques mois, voire quelques années. On sortait, nous aussi, hein, sous le coup de la loi immigration qui a été adoptée fin janvier avec des mesures extrêmement dangereuses et remettant en cause les droits des personnes migrantes, quand même toutes celles qui étaient annoncées ne sont pas allées jusqu'au bout, mais malgré tout, cette loi demeure un recul majeur pour les droits des personnes migrantes. Et autant vous dire qu'effectivement, depuis dimanche et là, dans la perspective des 3 semaines qui viennent, les sujets de menaces et d'angoisse, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois aussi par les personnes que nous accompagnons, puis aussi par nos bénévoles, par nos équipes, sont évidemment nombreux. Moi, ce que je voudrais peut-être partager ici, c'est que on est évidemment dans l'urgence, mais je pense que c'est intéressant de se poser aussi la question de se dire comment on en est arrivé là. Parce qu'on va avoir besoin de se dire comment on en est arrivé là pour se dire comment on répond et comment on résiste. Et quand je dis comment on en est arrivé là, je parle, parce que c'est la thématique de la démocratie, donc de la montée de l'extrême droite et de ses idées dans notre pays. Je parle aussi des attaques démocratiques sur les libertés associatives. Je pense que Claire pourra y revenir aussi, parce que c'est au cœur, me semble-t-il, des débats sur la démocratie, et puis des attaques aux principes fondamentaux républicains, la démocratie, l'égalité, la solidarité, la fraternité et la liberté. Donc comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là pour plein de raisons, mais je vais en citer peut-être quelques-unes. D'abord, je crois, par une banalisation dans le débat public, médiatique et politique d'un certain nombre de propos, d'un certain nombre de discours, d'un certain nombre de choses qu'on a peut-être aussi parfois un peu trop intériorisées ou auxquelles on s'est habitué ou peut-être découragé, je ne sais pas. Mais en disant ça, je cible plein de choses que vous imaginez, je pense aussi. La façon dont les idées xénophobes, cette soi-disant théorie avec plein de guillemets du grand remplacement qu'on entend partout dans l'ensemble des médias aujourd'hui, y compris parfois sur des médias de service public qui s'est déferlé partout. La banalisation aussi, l'indifférence finalement pour les vies humaines. Enfin, c'était pas si loin que ça. Si vous vous en rappelez, en 2015, le petit Aylan sur une plage, mort, décédé, qui avait suscité à ce moment-là un émoi majeur dans notre pays, en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, des morts comme ça, il y en a tous les jours, quasiment. Donc, il y a ce décalage, finalement, de l'acceptable, qui est quelque chose qui a quand même beaucoup marqué notre société ces dernières années. Et puis, banalisation aussi des questions autour des libertés. Je reviens sur cette question des libertés associatives. Ce qu'on peut entendre, là encore, dans le débat sur cette inversion des responsabilités, vous savez, cette petite musique sur les associations de solidarité, mais en fait, elles sont complices des passeurs quand elles font du sauvetage en mer, les associations de solidarité, quand elles vont défendre les droits parce qu'elles considèrent que toutes les personnes ont des droits, et elles sont complices des terroristes. Voilà, cette musique qu'on entend comme ça et qui finalement se diffuse dans le débat public et qui a des conséquences forcément derrière sur la façon dont la société structure et au bout d'un moment sur la façon dont les votes se structurent. Ce que ça produit de mon point de vue un affaissement des socles, des principes philosophiques qui devraient être non négociables pour faire société ensemble. Je parle des principes du respect des droits fondamentaux de toutes et de tous. Voilà. Chaque personne, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle ait fait, a un certain nombre de droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit au logement, le droit de se soigner. On est en train de remettre en cause l'aide médicale d'État, droit inconditionnel à se soigner pour toutes les personnes malgré tous les argumentaires qui démontrent à quel point cette proposition est insensée pour tout le monde, on est en train de remettre ça en cause. Donc cette question des droits fondamentaux des personnes qui aujourd'hui ne fait plus partie de ce socle, de base commun dans notre société. Et c'est aussi, et ça revient avec cette question de la démocratie, la question aussi de l'état de droit. L'état de droit, ça pose aussi une question de, j'ai envie même de dire, de culture juridique, de pouvoir, de contre-pouvoir. Quand vous avez un président de la République qui assume de dire « je fais voter une loi immigration avec des mesures dont en fait on sait qu'elles sont anticonstitutionnelles », on parle simplement de la préférence nationale dans l'accès aux aides sociales, mais bon, on va quand même la faire voter et puis on verra bien, le Conseil constitutionnel tranchera, président de la République, garant des institutions. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui explique que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pas un sujet et que c'est pas grave d'envoyer par une expulsion une personne dans son pays d'origine où elle peut risquer la torture, voire la mort, parce que bon, à un moment donné, il faut arrêter le laxisme. Tous ces éléments-là, en fait, ça sape. Voilà. Ça sape les fondements, encore une fois, de ce qui peut faire socle commun résistance à ce basculement, ce glissement, ce déferlement. Au final, enfin, on espère qu'on va
l'arrêter au bon moment, mais en tout cas, qui explique de mon point de vue la situation dans laquelle on est. Et si je peux dire du coup... Et rapidement, comme ça on termine le tour de table. Et ben rapidement, et je vais reboucler avec ce que disait aussi Claire sur la repolitisation, c'est que je pense que déjà ça, c'est extrêmement important de l'analyser, de le nommer et de le dénoncer dans le débat public, donc fortement par des discours politiques, et de dire aussi, et moi c'est ça le message que je voudrais aussi faire passer à ce congrès des 10 ans de la loi ESS et de l'ESS, c'est que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les associations de solidarité, les associations qui s'occupent des personnes migrantes, elles vont être particulièrement en difficulté. Elles le sont déjà dans la période, mais au-delà de ça, ce qui se passe, ça concerne l'ensemble de la société, ça concerne l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire. Les libertés associatives, elles sont particulièrement menacées aujourd'hui, c'est les associations, c'est les syndicats, ça peut être plus large demain. Les personnes migrantes, les personnes étrangères, les minorités, elles sont particulièrement ciblées, ça peut être plus large. Et donc, il y a vraiment ce besoin de solidarité, de soutien et de repolitisation, effectivement, pour dénoncer cette situation-là dans le débat public. On va justement entrer dans le détail, Fanélie Carré-Comte, sur ce que vous avez posé. Voilà, le diagnostic, tout le monde le partage, il est réel, on voit bien à quel point ces libertés, la question de l'état des droits ne peut pas être décorrélée de la question de l'état de droit. Repolitiser, comment faire en sorte aussi de recréer des espaces où on permet à des individus, quels qu'ils soient, en fait, d'apprendre à lutter contre ce contexte, à lutter contre ces formes aussi de banalisation que vous posiez. Mais là-dessus, Frédéric Gilly, vous êtes co-directeur de l'agence Grand Public, vous êtes géographe, sociologue, et vous avez publié récemment 2 livres, dont La promesse démocratique et un atlas sur la France en perspective imaginée 2050. Allez, la promesse démocratique, est-ce qu'on peut encore se dire aujourd'hui qu'elle tient, elle est tenue, est-ce qu'elle vacille? Comment faire en sorte de résister à ces coups de boutoir? Est-ce qu'il est encore temps? Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et on ouvrira à tout ce qu'il va falloir faire. Bien, bonjour à toutes et tous. La promesse démocratique, évidemment qu'elle tient toujours. D'abord, je pense que c'est fondamental de se poser la question, et les mots qui ont été prononcés tout à l'heure sur 1942, le trou noir, etc., on n'est pas encore en 1942. Vous disiez tout à l'heure, et vous le rappelez fort justement, la question aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'effondre pas, ça veut dire qu'elle n'est pas encore complètement effondrée. S'il y a bien un endroit en France dans lequel ces valeurs sont debout, et vous savez tous que vous n'êtes pas seuls, c'est bien ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Je ne dis pas que la situation n'est pas urgente, mais les périls ne sont pas consommés, ils sont devant nous. Donc je ferai une réponse un peu en 2 temps, à très court terme et à moyen terme, un moyen terme qui commence le 7 juillet au soir. À court terme, posez tous des congés sabbatiques, posez tous des congés sans solde, allez dans vos villes, dans vos villages et militez. Voilà. La bagarre, elle est maintenant, mais elle commence maintenant. C'est-à-dire que le 7 juillet au soir, quelle que soit l'issue du résultat, la bagarre commence. Parce que s'il y a une majorité, même ric-rac du Rassemblement national, il va falloir se bagarrer sévèrement. Et s'il y a une majorité Front populaire ou je ne sais pas quoi, il va falloir se bagarrer pareil parce qu'il y aura 40, 45, 48% d'électeurs dont il faudra retourner les votes, les voix, les envies et les perspectives dans les 3 prochaines années et pour la suite. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a 2 éléments à avoir en tête. Il se trouve que Nelly parlait à l'instant de la question de la banalisation des thèmes du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon. Il y a un petit problème de dissonance cognitive quand même. Parce que quand on regarde les baromètres de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il se trouve que la France et les Françaises et Français n'ont jamais été aussi tolérants que dans les 10 dernières années. Donc à un moment donné, soit les chercheurs ont faux, soit les médias ont faux.
Moi, je suis chercheur. Donc, je veux bien prendre plein de problèmes pour ma paroisse, mais il se trouve que, en plus d'être chercheur, je passe ma vie à animer des débats publics et pas juste à poser des flyers à attendre que les gens viennent, mais à passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de porte-à-porte avant une réunion publique pour faire en sorte que dans la salle, il y ait toute la société. Quand on fait ça, eh bien, il se trouve que la salle, elle ressemble à la CNCDH. On a des gens tolérants, on a des gens ouverts, on a des gens constructifs, on a des gens qui ont vos valeurs de manière ultra majoritaire. Le problème, c'est qu'on a aussi, et ce sont les mêmes, des gens paumés, en perte complète de repères, et qui, quand ils regardent autour d'eux, ont des dirigeants qui leur parlent d'ordre, de sécurité. Ils disent, mais en fait, c'est pas ça mes problèmes. Mais on l'avait vu, hein, les Gilets jaunes disaient la même chose. Dans les cahiers de doléances, on le voit, la question immigration, typiquement, elle arrive bien plus loin. La question, c'est d'abord les questions de pouvoir d'achat, de dignité, et puis ce sentiment d'horizon bouché qui est que ce déclassement profond auquel que la plupart des Français ressentent, c'est pour ça c'est une réponse qu'il faut. C'est pour ça que moi, je pense que comme la plupart des gens ici, je suis dans une forme de sidération depuis 3 jours. Et en même temps, je trouve que je passe mon temps là en ce moment dans les salles de montage à regarder des gens. Je me dis, c'est pas possible en fait. Ces gens-là, et je sais que c'est des panels représentatifs parce que les gens avec lesquels je bosse, ils font bien leur boulot. Ces gens-là, je sais qu'il y en a plein qui ont voté Rassemblement National. Mais en fait, je ne dis pas que ça ne tient à rien de les retourner, mais ça renvoie à la question de comment est-ce que, je disais en plaisantant tout à l'heure dans l'Atrium, normalement, ici, là, il y a suffisamment, si on fait la somme de tous vos adhérents et de tous les présidentes et présidents qu'il y a dans la salle, vous devriez être en mode, j'appuie sur un bouton et on met 5 millions de Français sur le terrain. Et je sais pertinemment que si je dis ça, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas vrai. Parce que la question de la vitalité interne des mouvements, elle est plus qu'elle était. Que dans chacune des COP, des mutuelles, etc., les AG, ils ne s'y discutent plus de la même façon qu'il y a quelques années. Que les instances sont devenues, pour des raisons mais mécaniques, c'est même pas question de vous en faire le reproche ou quoi que ce soit, empêtrées dans des normes et des processus bureaucratiques et des systèmes d'appareils qui font qu'en gros, dans les AG, les gens savent pertinemment que même s'ils disent des trucs, le temps que ça remonte à Paris et que ça redescende, il n'y aura pas les... Donc en fait, il y a une question qui... Vous êtes, à mon avis, un des premiers leviers de la reconquête. Parce que le jour où vous arrivez à redonner du souffle, vous avez des millions d'interlocuteurs qui sont autant de porte-parole. Donc ça, c'est pour le 8 juillet au soir. D'ici là, posez vraiment des congés. Hein. Mais justement, dans ce que vous dites, Frédéric Gilly, il y a plusieurs choses et ça a commencé déjà à être tissé à la fois, Laurence Ruffin, quand vous nous dites nous, en fait, on apprend à fonctionner autrement. On fait monter les gens en compétences, on les forme, on met véritablement en place une forme de partage de pouvoir. Et puis, la question de la repolitisation. Et puis, et c'est ce que vous avez dit, et l'un et l'autre, sur la question de la banalisation. OK, en fait, ce n'est pas la réalité, et on est dans une forme de bulle de filtre. La bulle de filtre qui nous conduit à voir cette carte que vous avez certainement tous vue, avec une France bleu marine brune, et au milieu, un point orange-rose, qui est Paris, mais qui est l'espace du pouvoir, avec une déconnexion totale. Et qui est l'espace du pouvoir au sens large, c'est de là dont émerge le politique, et de là dont émerge aussi la parole médiatique, qui construit une vision en miroir de ce qu'est la France. Donc une vision complètement déformée, mais avec derrière des milliardaires qui sont en capacité de porter ces récits-là. Donc il y a où est-ce que, et quand, et comment on fait pour porter ces contre-récits? Est-ce qu'il suffira de faire redescendre des communiqués de la Mutualité française en disant « mais nos valeurs, c'est ça ». Comment on fait pour que concrètement, déjà dans nos organisations et dans nos pratiques démocratiques, dans tous les espaces dans lesquels on est engagé, on pratique réellement cette forme de partage du pouvoir et qu'on ne soit pas dans cette crise de l'écoute qui nous a conduit là à l'impasse collectivement? Comment on fait pour que cette démocratie revive au plus près? Voilà. On ne peut pas gouverner hier comme demain. Et les Gilets jaunes nous l'ont dit. S'ils ont pris les ronds-points avec des gilets, c'est qu'ils avaient des choses à dire. Ils les ont dites, on ne les a pas écoutées. Les cahiers de doléances, ils sont fermés en préfecture.
rien n'en a été fait. Claire? Alors, à mon avis, il y a plein de choses qui se mélangent là, parce que on peut taper sur Macron longtemps. Ok, on peut, pas de problème. Mais ça précède quand même. La situation, elle précède. Moi, je pense que déjà, je suis pas totalement d'accord avec ce que disait Frédéric. Je suis pas sûre que tout soit toujours technique, compliqué, etc. Le monde associatif, c'est pas ça. Enfin, juste regardons 5 minutes. Il y a 1,4 million d'associations en France. 90% d'entre elles sont composées que de bénévoles. Et elles sont pas imbriquées dans des contraintes qui viennent du national. Enfin, c'est très local, c'est très quotidien, etc. Donc, les gens, ils s'engagent, ils se mobilisent. Il faut peut-être qu'on reprenne le truc un peu dans le bon sens et qu'on sorte de notre sidération et qu'on essaie de remettre les choses à l'endroit. Les gens, ils s'engagent, c'est incontestable. Le problème qu'on a, et je reviens à la question de la dépolitisation, il y en a plusieurs, mais un des problèmes qu'on a, c'est que l'état des inégalités est devenu tellement insupportable. Vous regardez la répartition entre le premier décile et le 10e décile, c'est hallucinant. L'état des inégalités est devenu tellement insupportable. La situation face à la crise écologique n'est pas du tout la même pour tous. Quand je dis inégalité, je vais garder ce terme-là. Inégalité économique, inégalité sociale, inégalité culturelle, inégalité politique, on n'a pas trouvé d'autres solutions pour continuer à vivre ensemble que de se dépolitiser. Et je reviens à ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop difficile de débattre sur ces sujets de fond avec d'autres, parce que c'est insupportable, parce qu'on ne sait pas comment reprendre le problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? On continue de se mobiliser, on s'engage, mais à une échelle très locale, sur des sujets qui sont assez micros, qui sont importants, mais qui nous détournent quand même d'un projet de société qu'il faut qu'on incarne, qu'on porte et qu'on défende. Donc ça, c'est un des premiers points. Je pense que la question des inégalités, il faut vraiment qu'on l'affronte beaucoup plus fortement. Il y a un deuxième problème. Il y a un deuxième problème qui est qu'on a intégré notre impuissance. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Si on a intégré notre impuissance, on part en vacances, on vit notre vie, et puis on verra dans 15 ans comment ça s'est passé. Et voilà. Donc, remettons encore une fois les choses à l'endroit. On est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pouvoir. Au sens de, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, c'est pas dans nos mains. On ne peut pas faire voter un PLF, c'est pas dans nos mains. On ne peut pas, je sais pas quoi, vous voyez l'idée. Ça, on ne peut pas. Par contre, on a de la puissance. On rassemble plein de gens qui sont paumés. Je rejoins ce que dit Frédéric, qui sont paumés, les gens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre responsabilité, et je pense qu'elle est immense, notre responsabilité, mais la première de notre responsabilité, c'est de ne pas plomber l'ambiance. Donc, je m'excuse d'avoir commencé par plomber l'ambiance. Voilà. Donc on ne doit pas plomber l'ambiance. Il faut qu'on retourne le truc et qu'on rappelle aux gens que ce qui nous rassemble, nous, ici, acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'à un moment, on a considéré que des problèmes étaient mal couverts, non couverts, pas couverts comme il fallait, etc. Et on a décidé de s'organiser entre nous pour traiter une situation qui n'allait pas, ou pour faire un truc positif, pourquoi pas. Mais c'est du pouvoir d'agir, ce qu'on représente. C'est ça, c'est du pouvoir d'agir, c'est de la puissance. Et donc, redisons ça aux gens. Oui, avant, il n'y avait pas de couverture sociale. Maintenant, il y a une couverture sociale. Grâce à qui? Grâce à nous. Enfin, pas nous, mais à nos ancêtres. Avant, il n'y avait pas de politique du handicap. Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite, mais elle existe aujourd'hui. Grâce à qui? Grâce à nous. Avant, il n'y avait pas de droit à l'IVG. Il y en a un maintenant. Grâce à qui? Grâce à nous, etc. Le sida, enfin, je peux prendre tout un tas d'exemples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se mobilise, on peut changer la société. Et ça, il faut qu'on le dise beaucoup plus fortement. Et dernier point, je pense, et qui rejoint ce que disait Fanelli, c'est qu'on a laissé passer trop de trucs. On a laissé passer trop de trucs. Et en fait, ça, c'est pas possible. Il faut qu'on soit beaucoup plus radicaux, ça c'est certain. Donc il faut qu'on aille au fond des choses, qu'on traite les problèmes, mais il faut aussi qu'on ait le courage de poser des limites. Notre fonction en tant que corps intermédiaire, elle est très très clairement mise à mal depuis un certain nombre d'années, parce qu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous écoute pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Continuons à nous mobiliser, et surtout, une des choses qui est essentielle, je crois, c'est de poser beaucoup plus fortement des limites. Non, les mots éco et terrorisme ne peuvent pas aller ensemble. Non, un ministre de la République ne peut pas interroger une subvention versée à une association parce qu'elle a dit quelque chose ou parce qu'elle n'a pas dit quelque chose. Non, je ne sais pas, il y en a tellement des exemples que je pourrais vous en citer plein. Vous voyez, c'est pas possible en fait. Et on doit dire stop, mais on doit dire stop tous ensemble. Et c'est là où je m'adresse à vous, je sais pas, et plus largement. C'est ce que disait Fanelli, je pense que c'est très important. Tout ça ne concerne pas
que les associations de solidarité, que les mutuelles, etc. Enfin, ça nous concerne toutes et tous. En fait, à un moment, il faut qu'on soit beaucoup plus courageux, et je ne dis pas ça pour nous blâmer, en tout cas beaucoup plus lucide de la nécessité d'affirmer haut et fort qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Fanelli et Laurence. Oui, bah, pour rebondir sur ce qui a été dit, si on est dans la question un peu des pistes, alors moi, il y a plusieurs éléments. Il y a un sujet que je pense qu'il faut qu'on traite collectivement et qui est majeur, c'est la question des médias. Parce qu'on a les uns et les autres un vrai sujet, on le voit nous particulièrement sur les sujets personnes migrantes, à trouver des espaces médiatiques où on peut d'une part développer des pensées complexes, argumentées et dans des cadres où on peut véritablement être écouté, et puis surtout à mettre en place des contre-pouvoirs par rapport aux médias, Bolloré, etc. Parce que le nœud de la question démocratique, il est quand même là, il est quand même à cet endroit-là beaucoup. Donc qu'est-ce que nous, en tant qu'association, mutuelle, coopérative, structure de l'économie sociale et solidaire, on peut réfléchir, faire, avoir comme initiative. Alors c'est dommage que Julia Cagé soit pas là, elle a une tout à fait bonne raison pour ne pas être là, mais en tout cas elle a bien travaillé sur évidemment ce sujet et des pistes qu'elle a pu amener, mais il y en a aussi au niveau des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se demandent comment est-ce que nos structures peuvent contribuer à notre espace médiatique, ou en tout cas à ménager dans l'espace médiatique des contre-pouvoirs de médias indépendants qui nous permettent d'avoir un vrai levier. Il y aurait tout le sujet réseaux sociaux dont on pourrait parler également, mais par rapport à cette question du débat public qui est quand même, de mon point de vue, aujourd'hui un nœud majeur par rapport à la situation politique qu'on affronte aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais revenir sur ce que disait Claire. Effectivement, je pense qu'on est une force et que des fois, on ne se le dit pas assez. Moi, ça m'arrive, le matin, quand je me lève, je pense à tous les bénévoles de nos associations, de nos structures. On a des milliers de personnes qui, tous les matins, se lèvent en se disant tiens, dans ce contexte difficile, je vais passer des heures pour aider les autres, m'investir, donner du temps. C'est pas forcément avec de la récompense, de la reconnaissance, de tout ce qu'on veut, mais il y a ce vivier qui existe partout sur les territoires et qui font exister, c'est aussi ce que disait Frédéric, cette contre-société, elle existe. Cette contre-société des initiatives d'accueil, de solidarité, d'entraide, d'espaces démocratiques, d'espaces de solidarité, cette contre-société par rapport à celle qu'on voudrait nous présenter dans les discours dominants, et donc c'est peut-être là, cette vraie société, exactement, elle est là, et il faut se le dire, il faut la mettre en visibilité, et il faut aussi la conscientiser. Et ça rejoint aussi des éléments qu'on a pu évoquer dans le débat. Moi, il m'arrive d'échanger avec des bénévoles qui me disent aujourd'hui, j'ai accompagné une personne, ou j'ai fait un cours d'apprentissage du français, mais c'est pas militant, c'est pas politique. Et dire, si ça l'est complètement. Oui. Les résistances, vous les vivez au quotidien. Et je pense que les exemples, on peut les décliner. Je suis sociétaire, je reçois un mail pour voter à l'Assemblée générale de ma coopérative, de ma mutuelle. En fait, c'est un acte de revitalisation de la démocratie. Et donc, tous ces actes, à la condition qu'on les pense comme ça, qu'on les analyse comme ça, ils contribuent à cette conscientisation des formes de résistance que nous pouvons incarner, et à ce mouvement de redynamisation politique et démocratique qu'on était en train d'évoquer. Oui, mais là, alors l'idée n'est pas de plomber, mais c'est vrai que ces espaces de conscientisation de ce qu'est un acte politique ou pas, moi qui suis une gamine de l'éducation populaire et qui continue malgré tout de temps en temps à faire plein de choses, je me rends compte que ce dont j'ai pu bénéficier dans les années 80-90 n'existe plus. Donc ces espaces de conscientisation, c'est comment aussi on les remet en selle. Comment on fait en sorte d'accompagner les gens qui n'ont pas ces espaces pour, voilà, je reprends vos termes, les gens sont paumés, comment on donne du sens, comment on rend à peu près lisible un monde complexe, avec en plus tous ces espaces que vous mentionniez, les réseaux sociaux, les médias, qui ont pour le coup plutôt réussi à rendre très binaires des lectures qui sont parfois plus compliquées. Laurence, puis Frédéric. Alors, en fait, nous, dans le mouvement coopératif, pendant longtemps, on s'est attaché à développer les scopes et les SIC, qui continuent à être ce qu'on souhaite développer. On parlait très techniquement, c'est-à-dire les réserves impartageables, des choses qui étaient finalement qui étaient importantes. On parlait des valeurs et donc qui traduisent les valeurs, mais qui finalement étaient assez peu compréhensibles.
on a commencé par ça sur la question de la fièvre, où en fait c'est assez génial cette idée de dire comment on rend la question coopérative et la coopération accessible à tous. Et dans ce cadre-là, en fait, le mouvement coopératif, on s'est dit, il faut qu'on traduise ce qu'on expérimente depuis 150 ans dans toutes nos entreprises, et comment on peut le rendre, comment on peut le promouvoir dans la société tout entière, dans l'économie, mais pas dans l'économie, au-delà de l'économie, dans toute la société. Et en fait, on a essayé de traduire avec les coopérateurs ce qu'était pour eux vivre dans une coopérative et comment ça se déclinait. Ce qui nous a amené à la notion dont on a déjà parlé tout à l'heure de citoyenneté économique, qui est une notion extrêmement puissante parce que je pense que ça ouvre un nouvel imaginaire et qui n'est pas qu'une idée, mais qui est aussi liée à une expérimentation et qui du coup peut être source de travail sur le terrain et de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir la société. Alors très vite, puisqu'après je vous parlerai plutôt de en quoi c'est intéressant, mais quand on a travaillé sur la question de la citoyenneté économique, en fait on l'a décliné en 4 piliers. On s'est dit une entreprise qui s'ancre dans la citoyenneté économique, la première chose, et c'est le plus important, c'est notre premier pilier, tout par-delà, c'est la question du partage de la gouvernance. C'est-à-dire comment on prend la décision. En fait, on ne peut pas imaginer changer l'économie si on parle de rajouter en plein milieu d'une loi le fait que oui, peut-être quelque part, il faut prendre en compte l'écologie, l'environnement, etc. Alors que les actionnaires restent les seuls décideurs. Ce n'est pas possible. Donc la première chose, c'est de dire comment on remet les salariés, les parties prenantes, les utilisateurs, les collectivités associés dans le projet pour en faire une gouvernance partagée. Le deuxième pilier qui découle directement du premier, c'est la question du partage de la richesse. C'est-à-dire comment on partage entre les différents acteurs la richesse et aussi avec l'entreprise, la structure qui est là pour se pérenniser. Le troisième pilier était la question de l'émancipation, la question de la personne individuellement. Et je le dis d'autant plus aujourd'hui, moi je suis plutôt dans le monde coopératif d'habitude, mais dans le monde associatif qui s'est emparé de cette idée de citoyenneté économique, il y a une question de la place de l'individu qui parfois est broyée pour le projet collectif dans son ensemble. Donc je pense que la question de l'individu, de son bien-vivre, sa vie au travail est essentielle dans le projet de citoyenneté économique. Et notre quatrième pilier, c'est la question de la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité de la structure d'un point de vue environnemental et social. Donc en fait, c'est ce qui a fait consensus dans le projet au-delà des structures scopéciques pour porter un projet de société. Et ce qui me semble intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a des bénéfices à tous les échelons. Je reviens sur la plénière d'avant pour ceux qui étaient là. Hein. La question, c'était en quoi on arrive à porter une idée, donc l'idée de la coopération, et comment on démontre que c'est une réponse à nos problèmes, comment on sort du problème actuel autrement que par l'autorité et par le racisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 bénéfices, selon nous, prouvés, enfin, par des chercheurs, sur la question de la coopération. La première chose va toucher à la question de la justice sociale. En fait, dans toutes les entreprises où on a une gouvernance partagée, on a des répartitions de valeur qui sont plus fortes et des écarts de richesse. Je vais prendre l'exemple des scopes. Hein. On est de 1 à 2,4 dans le dernier indicateur. Toutes les scopes ont un accord de participation. En moyenne, c'est 40% du résultat qui est redistribué. Si on reparle de Oxfam dont on parlait tout à l'heure, on voit bien qu'ailleurs, on est sur des échelles de, je crois, qu'on allait jusqu'à 1 à 1000 dans ce qui était évoqué. Donc ça, c'est le premier bénéfice évident, c'est qu'on va contribuer à une société qui est plus équitable. Deuxième bénéfice évident, c'est la question du bien-être individuel et de l'émancipation, c'est de voir le lien qu'il y a entre le fait d'être associé citoyen de son entreprise et citoyen de la cité. En fait, il y a vraiment une continuité entre les deux, on ne peut pas imaginer le contraire. Il y a en moyenne 2 fois plus de salariés investis dans le monde coopératif, syndical ou politique qui sont associés de leur entreprise par rapport aux salariés de l'entreprise classique où on est juste subordonné. En fait, on ne peut pas imaginer juste être un subordonné de l'entreprise et imaginer faire vivre une démocratie. Là, je m'appuierai sur Jaurès qui disait on ne peut pas enlever son habit de citoyen en rentrant dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Donc c'est le troisième intérêt, c'est quand même de dire on construit des gens heureux, voilà. C'est quand même ce qu'on veut dans la vie, c'est créer une forme de bonheur et de plaisir au travail. Le quatrième intérêt est autour de, et je m'arrêterai là, sur la question de comment on construit aussi c'est moins l'objet, mais ça me paraît aussi très important pour être crédible dans la société, on construit à travers la coopération une économie qui est durable, qui a une vitalité très forte. Par exemple, on le voit, il y a des taux de pérennité des entreprises coopératives qui sont 15% au-dessus des entreprises classiques. On a un choix de sous-traitance qui est beaucoup moins fort, donc des emplois qui sont beaucoup plus importants dans les entreprises où on a la codétermination. C'est l'Allemagne qui fait cette analyse. Hein. Quand on a de la codétermination, les entreprises cherchent moins à sous-traiter, cherchent à moins faire de l'offshore. Donc en fait, je dis ça dans la réponse, moi c'est vrai qu'il y a une forme d'espoir à se dire, en fait non, on n'est pas obligé d'avoir une autorité pour répondre aux maux de société actuels.
on a d'autres chemins et en plus, on a de quoi les raconter parce qu'on a des expériences sur le terrain. Il y a 4500 coopératives, il y a plein d'associations qui vivent ça. Donc, on a des histoires à raconter. Frédéric, puis Pascal Micha. Ouais. Et ensuite, ce sera à vous. Claire a terminé tout à l'heure en appelant au courage. Je comprends pourquoi c'est difficile d'avoir du courage. Parce qu'elle a commencé en citant Camus, et le monde dans lequel on vit, c'est plutôt celui de Courteline. Et il y a une forme de terreur bureaucratique qui s'est installée partout. Et alors, ça renvoie à la question de la fragilité économique, mais même des associations et des... Quand tu disais tout à l'heure, en renvoyant au fait que les milieux de l'éducation populaire avaient des difficultés, ils ont des difficultés de financement depuis Sarko en 2003, et ça a continué derrière. Il y a des difficultés de fonctionnement depuis Macron 2017 et les emplois aidés. En fait, systématiquement, il y a eu des atteintes sur les conditions d'exercice. Et quand ce n'est pas des atteintes sur les financements, c'est des atteintes sur les conditions de fonctionnement. Quand vous avez des bénévoles ou des salariés qui passent l'essentiel de leur temps dans les bureaux à remplir des papiers, des CERFA, des machins, des trucs, plutôt que d'être sur le terrain, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller sur le terrain, c'est parce qu'en fait, s'il n'y a plus le CERFA, il n'y a plus le boulot, s'il n'y a plus le boulot... Donc en fait, oui, le système de l'appel à projet, ça fait des années effectivement donc, en fait, que... Cette question-là, elle est, je pense que c'est là où ça demande c'est là où ça demande du courage, mais ça se fait pas tout seul non plus. Après, sur la question des contre-récits, je pense que il y a évidemment un problème de médias. Il faut être aveugle pour le nier. Mais en même temps, il y a un peu plus qu'un problème de médias. Parce qu'il y a quand même des médias dans lesquels plein de gens sont invités. Et quand ils parlent, on ne comprend pas. On a un problème de vocabulaire. On a un problème de niveau de langue, parce que tout le monde parle une novlangue courtelinienne aussi dans les médias. Moi, je le ramène aux précédentes élections européennes. On était en sortie des Gilets jaunes. On avait à peine terminé le grand débat national. La France avait été en ébullition pendant 5 mois. Il y a un débat télé réunissant toutes les têtes de liste européennes. Il n'y en a pas un, je vous invite à re-regarder le débat, il n'y en a pas un qui parle des Gilets jaunes. Pas un. Et donc en fait, à un moment donné, se pose la question de savoir en direct comment on fait pour sortir des éléments de langage, des fiches techniques et des règles paramétriques qui gouvernent les actions quotidiennes pour rebasculer dans le monde réel. Parce que les Françaises et les Français, eux, ils vivent dans le monde réel. Et on a ce hiatus qui s'accroît en permanence. Donc en fait, la question, pour moi, elle a été, en partie, la clé, elle a été rappelée tout à l'heure avec Claude Alfondéry. Elle est écoutée. Écoutée. Et pas s'écouter. Parce que se parler et s'écouter, ça termine souvent par s'écouter soi-même en train de parler. Mais ça, c'est pour Emmanuel Macron, oui. Non, mais écouter, c'est fondamental. Parce que oui. Non seulement ça permet de mieux comprendre ce que les gens attendent, et donc d'éviter d'y aller avec bienveillance, avec sa bienveillance à soi, mais d'y aller au service de ce dont les autres ont réellement besoin. Et le deuxième élément, c'est que dans plein de cas, moi, ce dont je me rends compte, c'est que les gens, ils n'ont même pas besoin d'une réponse tout de suite. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Ils ont juste besoin de pouvoir partager et de réaliser dans le regard de l'autre que ce qu'il dit est important, qu'il existe. Et je terminerai par là. Si on fait ça, on se rendra compte que le besoin d'utopie, le besoin de reconstruire des récits, comme on le pointait tout à l'heure, il est à portée de main. Effectivement, je viens de sortir un atlas sur la France en 2050. Moi, je suis incapable de dire à quoi elle ressemblera, la France en 2050. En revanche, on se rend compte que si on met côte à côte tous les éléments qui sont stabilisés et tous les éléments qui restent à choisir d'ici 2050, notre avenir, on l'a largement entre nos mains. Il dépend de quoi? Ce qu'on a à construire tous ensemble, c'est des utopies auxquelles les gens pourront se rattacher. Ils n'ont pas besoin uniquement de réponses concrètes à leurs problèmes quotidiens.
Il faut qu'elles arrivent, mais si on les construit sans Là, les ce que inscrire j'entends dans dans ce un que vous dites, horizon, ça Frédéric Gilles, servira à rien. c'est cette dimension, dans ces utopies, c'est aussi la croyance dans un projet collectif, c'est des formes d'utopie concrète, d'utopie réelle, et il y en a énormément sur le territoire. Après, la question qui va se poser très vite, c'est est-ce qu'on peut faire système? Est-ce que tout ceci peut basculer? C'est ce qui se passe dans les ZAD. Mais... Je parle pas juste ouais. d'utopie concrète et d'exemples qu'on peut montrer pour dire on peut changer les choses. Mmh. Je parle d'utopie idéologique, pardon de convoquer les grands mots du 19e siècle, mais en gros, on a un monde à repenser. On en parlait tout à l'heure, le climat va changer, l'IA va changer nos vies, le vieillissement de la population va changer nos vies, les transformations démographiques à l'échelle de la planète entière vont basculer complètement les rapports de pouvoir. C'est fini le monde dans lequel on a grandi, le monde dans lequel on a été éduqué. Ce n'est plus le XXe siècle, il serait temps de s'en rendre compte. Le problème, c'est que les utopies du XXIe siècle n'existent pas. Et donc, en fait, vous avez des gens qui sont paumés, dont les vies au quotidien sont, elles, vraiment, réellement dans le XXIe siècle, et qui n'ont pas d'idées auxquelles se rattacher, dans lesquelles ils pourraient projeter leurs actions. On vient de faire, l'année dernière, 950 entretiens individuels avec des habitants des zones rurales du Midi et du Sud-Ouest. Vous savez, ceux qui sont rouge, brun, noir, là, on les voit sur les cartes là, en ce moment. Quand on les écoute, à la première écoute, on a l'impression qu'ils sont hyper nostalgiques, qu'ils veulent la France d'avant parce que c'était mieux avant, etc. À la deuxième écoute, quand on leur pose la question, ils nous disent « Ah non, mais on ne veut pas retourner à la France d'avant. On veut aller de l'avant. » Il se trouve que on n'a rien et ni personne qui nous aide à penser demain. Et alors là, les seuls qui sont sur le terrain là, c'est effectivement les seuls qui donnent à entendre un récit. Ce sont pas forcément les bons. Pascal Micha. D'abord, je rejoindrai les propos de Claire. On a tendance, effectivement, depuis dimanche, à considérer que les élections sont faites. Non, c'est pas fait. Donc, il n'y a pas d'inéluctabilité. Alors, ça a été dit, ce qu'il faut faire là, d'ici début juillet, c'est effectivement se mobiliser, affirmer nos valeurs. Peut-être simplement en 2 petits mots, pourquoi, comment, c'est-à-dire questionner des affirmations péremptoires des uns des autres, qui sont pas toujours fondées et qui n'ont pas, et qui sont parfois tout simplement impossibles à mettre en œuvre. Donc simplement questionner, débattre, se mobiliser, ça a été dit. Ensuite, une fois qu'on a passé cette première étape, il y a effectivement la question quand même de la désinformation, du pluralisme de l'information. Et ça, je pense que, là aussi, ça a été dit, mais je pense que c'est un enjeu réel. Et quand on se réunit tous, je pense qu'on représente des puissances économiques. Et que cette puissance économique, elle peut aussi être mise au service d'un projet d'information populaire. Ensuite, encore une fois, Claire a démarré par une citation. J'en ai une autre, je l'évoquais tout à l'heure avec Hugues. Alors, c'est un peu plus vieux, hein, mais c'est normal, c'est proportionnel à mon âge. Avec Victor Hugo, que je n'ai pas connu. Et qui disait ou écrivait souvent la foule trahit le peuple. Je pense qu'effectivement, il faut reconquérir cette partie de foule qui n'est plus aujourd'hui le peuple pour qu'elle redevienne le peuple. Et je pense que c'est peut-être une forme d'utopie, mais je pense que c'est une utopie accessible. Et parce que la démocratie, c'est pas comme les piles, justement, elle s'use que si on s'en sert pas. Il faut donc réenchanter cette démocratie, et je pense qu'on peut, en tout cas dans nos organisations, dans nos entreprises, on peut la réenchanter par la pratique. C'est pas une fois tous les 5 ans, démocratie, c'est au quotidien quasiment. Cette pratique des différentes formes de démocratie, participative, délibérative, représentative aussi, en tout cas le débat, la recherche d'un consensus, tout ça c'est une pratique. Et je pense qu'on la vit, on peut la faire vivre, on doit la faire vivre. Et c'est
ainsi qu'il y aura une sorte de réenchantement de la démocratie, d'acculturation à la démocratie. Et ça fait partie des choses, en tout cas, qu'on peut construire à partir des outils et des structures, des organisations que l'on a. Mais ça, c'est effectivement ce que vous portez au sein des groupes mutualistes. Mais de manière plus large, on parlait tout à l'heure de solidarité. Ces questions-là, à l'heure de la crise climatique, où on nous dit, moi j'ai souvenir de Henri de Castries, PDG d'AXA à l'époque, qui nous dit en 2015, lors de la COP21, un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. Non mais, voilà. On commence à le voir. Bah, bien sûr, on commence à le voir. Mais ça aussi, voilà, c'est logique Et on de n'est pas à plus qu'à. sortir de la dimension capitalisation et se dire jusqu'où on peut être solidaire. Ça aussi, ça fait partie des valeurs potentielles dans ce monde qui vient, qui risque de nous percuter encore et encore. C'est ça qu'il va falloir poser. Oui, il y a une espèce, depuis quelques années et davantage sans doute, une espèce d'injonction au réalisme financier, etc. Et c'est assez pernicieux. Et je pense que ça infuse insidieusement dans nos organisations, voilà, en tout cas dès qu'elles portent une certaine importance, prennent une certaine importance, à travers des réglementations, ça a été évoqué, etc. etc. Et je pense qu'effectivement, cette injonction au réalisme a un peu déconstruit l'idéal social et démocratique. C'est probablement aussi ça qu'il faut aujourd'hui, encore une fois, pour réenchanter la démocratie, sinon refuser, en tout cas questionner assez résolument, en questionner la pertinence et ce réenchantement ou cette démocratie qui tient debout. Cette démocratie non seulement qui tient debout, mais qui avance. Parce qu'une fois qu'on est debout, bon, c'est mieux que d'être à terre, c'est certain, mais encore faut-il qu'elle avance, qu'elle progresse. Et donc je crois que c'est aussi en s'en posant, en tout cas en mettant en œuvre quelque chose qui est lié à la démocratie, à la liberté, c'est-à-dire l'esprit critique vis-à-vis finalement de tout un environnement qu'on nous présente comme des certitudes et qui ne sont en fait que l'expression d'un modèle, et en particulier du modèle du capitalisme actionnarial dominant depuis les années 70-80. Et je pense qu'aujourd'hui, il atteint ses limites, mais ce à quoi on assiste dans la société, c'est largement le fruit de ce modèle. Oui. Le modèle capitaliste, la question des inégalités, la question des récits, on en a parlé, la nécessité de porter et d'investir dans des espaces de contre-récits, faire vivre aussi ces démocraties au plus près des gens, la question du partage du pouvoir, comme la question du partage de ce qu'on récupère. Il suffira de tout ça, mais alors ça veut dire commencer aussi à désiloter, à travailler ensemble, à horizontaliser, à se parler, à faire corps, à créer du rapport de force en se disant en fait on n'est pas petit. J'ai envie de dire, Claire, ça commence maintenant. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça a déjà commencé il y a quelques temps. Ouais. Sinon, là, on est déjà. Non, je reprends. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Frédéric Gilly nous disait tout à l'heure, voilà, là, il y a 15 jours. Puis après, il va y avoir autre chose à reconstruire. Il y a l'espace des 3 ans. Puis il y a tout le reste. Ouais, en fait, je vais répondre, parce que je crois qu'en plus, ce sera le dernier mot, si je comprends bien. Tout à fait. Voilà. Je vais répondre. Tu es très forte. Sens du timing. Je vais répondre en rebouclant avec la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Les 10 ans de la loi, et puis l'introduction de Jérôme, tout le travail qu'on a fait ensemble. Je crois que ce qui est essentiel pour nous, je l'ai souvent dit, mais je crois que ce qui est essentiel pour nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est de poursuivre cette dynamique de politisation de l'ESS. Pendant longtemps, on a beaucoup travaillé sur la question économique, et depuis quelques temps, quelques mois, peut-être un peu plus, on voit que la question économique ne va pas tout régler et qu'il faut aussi qu'on aille vers un champ beaucoup plus politique. Et quand je dis ça, ça veut dire, je reboucle avec la question de la puissance, le fait de faire corps, d'être ensemble, collectif, rassemblés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regardons quelles sont nos forces aux uns et aux autres, les forces des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles, des entreprises sociales, des territoires, etc. Regardons quelles sont nos forces aux uns et aux autres et essayons d'établir des diagnostics collectifs convergents. Et alors, l'un d'entre eux, c'est que les médias entre les mains du grand capital, ça ne va pas. Pas possible.
Et donc, est-ce qu'on ne serait pas en capacité de se mettre beaucoup plus fortement en mouvement dans une dynamique, je réemploie le terme encore une fois, de conquête, en se disant, puisque c'est comme ça, on va s'organiser pour développer, détenir, nous, acteurs de l'ESS, un certain nombre de médias. Et ça se pose pour le grand âge, pour la petite enfance, pour l'alimentation, pour tout un tas de secteurs qui, d'un point de vue citoyen, militant, je reprends ma phrase, des secteurs qu'on ne peut pas accepter en tant que citoyen et militant de laisser entre les mains du grand capital. Et je ne sais pas si c'est peut-être un peu caricatural quand je dis ça, mais après tout, pourquoi pas, on en est, de laisser entre les mains du grand capital et de se dire, ça ne peut pas être l'objet d'un enrichissement personnel. C'est pas possible. Parce que quand c'est le cas, ça entraîne des décisions qui sont prises dans une certaine logique, qui n'est pas la logique que l'on souhaite, parce que nous, ce qu'on revendique ensemble, acteurs de l'économie sociale et solidaire politisée, c'est une autre société. Et pour le faire, on se met en mouvement, on fait converger nos forces, on établit des diagnostics communs, et voilà, et on continue, et on va encore plus loin. Merci beaucoup. La fabrique des contre-récits. Sortir de cette contre-société, prendre le pouvoir, porter des valeurs qui sont fortes, les réaffirmer, repolitiser et ne pas avoir honte de ce terme, arrêter la banalisation. On a entendu beaucoup de choses qui nous donnent à peu près une feuille de route pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, pour les prochaines années. Et c'est parti. Donc, allez à Jacques Taès. Merci à tous. Fanélie, Claire, Laurence, Pascal, Frédéric, merci beaucoup.